Février 1944. Paris gèle sous l'occupation. Les rues sont sombres. Il y a une tension qui est vraiment palpable à chaque coin de rue. Et au milieu de tout ça, une nouvelle pièce de théâtre se joue devant une salle comble. Ouais, c'est Antigone, écrite par Jean Anouilh. Exactement. Et le lendemain de la première, un phénomène absolument sidérant se produit. D'un côté, on a la presse clandestine de la résistance qui encense l'œuvre. C'est ça, ils y voient un appel vibrant au soulèvement, au refus de l'oppression. Voilà. Mais le même jour, la presse officielle de la collaboration applaudit cette même pièce à tout rompre. Et eux, ils la qualifient d'apologie brillante de l'ordre strict et de la raison d'État. C'est quand même incroyable quand on y pense. Mais c'est fou! Comment le même texte a-t-il pu séduire deux camps politiques qui, au même instant, s'entretuaient dans l'ombre? D'accord, décortiquons tout ça aujourd'hui. Comment c'est physiquement et intellectuellement possible de faire lever et applaudir des résistants et des collaborateurs dans la même salle face aux mêmes mots? Ben, ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut tout de suite écarter l'idée d'un simple malentendu. Ah, ce serait pas juste le public qui aurait rien compris. Non, pas du tout. Ce n'est pas un public crédule qu'aurait mal interprété le texte. C'est au contraire le résultat d'une mécanique intellectuelle redoutable qui a été pensée au millimètre près par l'auteur. D'accord. Les sources littéraires et historiques sur lesquelles on se base aujourd'hui, elles montrent bien qu'Anouilh a conçu son texte non pas comme un manifeste politique unilatéral, mais vraiment comme une chambre d'écho des tensions extrêmes de son époque. Une chambre d'écho, ouais. Et d'ailleurs, il faut préciser une chose importante pour notre analyse en profondeur. Notre but, en plongeant dans ces documents, c'est absolument pas de valider les atrocités ou les idéologies de l'époque. Non, bien sûr, c'est crucial de le rappeler. On veut juste observer comment une œuvre d'art peut absorber les conflits d'une société et les restituer avec une telle acuité que chaque camp y voit sa propre vérité. C'est essentiel de garder ça à l'esprit, ouais. Alors, regardons de plus près cette fameuse bataille des interprétations dont parlent nos archives. Allons-y. Si on se place d'abord du côté de la résistance, la lecture semble viscérale, presque évidente, quoi. Ouais, c'est très direct pour eux. Le texte nous indique que pour ce camp-là, Antigone incarne le refus absolu. Elle est la figure pure qui dit non à une autorité illégitime, qui est représentée par son oncle, le roi Créon. Parce qu'il a interdit d'enterrer le frère d'Antigone, c'est ça le point de départ. Exactement. Et elle choisit de braver cet édit, même en sachant pertinemment que ça la condamne à mort. Dans un Paris qui est complètement quadrillé par l'armée d'occupation, l'image de cette jeune femme seule face à la machine d'État, ça résonne vraiment comme un appel au sabotage, un appel au courage aveugle. Absolument. Pour ce camp-là, c'est vraiment l'idéalisme poussé jusqu'au sacrifice suprême, tu vois. Ouais. Le geste d'Antigone ne souffre d'aucun calcul, d'aucun compromis. Mais là où l'analyse historique révèle toute la complexité du phénomène, c'est quand on se tourne vers la réaction de la presse collaborationniste. Ah oui, l'autre côté de la salle. Voilà. Cette frange-là n'a pas du tout perçu la pièce comme une attaque ou une incitation à la rébellion. Ils ont été au contraire totalement séduits par l'antagoniste, donc le roi Créon. Mais pourquoi? C'est quand même le tyran de l'histoire. Mais parce que, selon nos documents, Créon articule un argumentaire implacable en faveur de l'ordre, du réalisme politique, et surtout, il rejette ce qu'il appelle l'aventurisme. D'accord, je vois le genre d'argument. Pour cette partie du public, Créon, c'est la voix de la dure raison. Il est celui qui, face au chaos ambiant, prend les décisions impopulaires, mais nécessaires pour maintenir la charpente de la société. Alors, je veux bien entendre qu'il y a une zone grise intellectuellement intéressante ici, hein. Bien sûr. Mais concrètement, on est en pleine Seconde Guerre mondiale à ce moment-là, des gens meurent, la terreur règne. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre le luxe de la nuance dans un tel contexte? C'est la grande question. Ça m'amène à une vraie critique envers la démarche de l'auteur. Est-ce qu'Anouilh ne fait pas preuve d'une certaine lâcheté en refusant de prendre parti? C'est une objection tout à fait légitime. Parce que honnêtement, on pourrait voir cette ambiguïté comme une simple stratégie de survie très cynique, un moyen d'éviter la censure de l'occupation, de pas se mouiller, tout en flattant tout le monde, comme une sorte de test de Rorschach géant. C'est d'ailleurs l'une des questions centrales qui a été soulevée par les critiques de l'époque et par les historiens. Et qu'est-ce qu'ils en disent? L'analyse approfondie de notre source répond à cette question par la négative. Anouilh n'a pas voulu prendre parti, ça c'est vrai, mais c'était pas par lâcheté. D'accord. Alors c'était quoi son but? L'étude montre que son ambition était d'une toute autre nature, et en réalité beaucoup plus difficile à assumer en temps de guerre. Ah bon? Comment ça? La pression d'un conflit mondial exige un manichéisme total. On veut des héros immaculés et des monstres absolus, c'est binaire. Refuser ce binarisme, c'est faire preuve d'une audace intellectuelle vertigineuse. Oui, c'est nager à contre-courant, quoi. Exactement. Anouilh a voulu exposer la complexité brute des deux positions. Et pour accomplir ça, il a utilisé une technique vraiment redoutable, c'est l'anachronisme.
Attends, l'anachronisme? C'est-à-dire faire intervenir des éléments modernes dans l'Antiquité? Précisément. Mais en quoi ça l'aide à maintenir cet équilibre politique? Mais si on lit attentivement la pièce, on remarque qu'on est censé être à Thèbes, dans la Grèce antique, hein. Mais les gardes jouent aux cartes, ils fument des cigarettes. Ah ouais, en plein mytho grec. Oui, et ils parlent avec l'argot des policiers parisiens des années 40. Crayon évoque des dossiers à traiter, on boit du café, C'est complètement anachronique, en effet. et en brouillant ainsi les frontières temporelles, Anouilh empêche le spectateur de se réfugier dans le confort du mythe lointain. Ah, je comprends. Ils ramènent l'histoire à leur réalité immédiate. Le public de 1944 ne regarde pas une vieille légende poussiéreuse, il se regarde lui-même dans un miroir déformant, et c'est ce qui force chaque camp à écouter les arguments de l'autre avec une acuité totalement renouvelée. D'accord, je commence à voir l'ingéniosité du procédé. C'est très habile. Volonté farouche de confronter le public à la réalité, ben, la vraie question devient plutôt technique. C'est-à-dire? Par quel tour de force d'écriture il parvient à maintenir cet équilibre sur la corde raide, sans que la pièce ne bascule d'un côté ou de l'autre? Ouais, c'est un défi littéraire immense. Parce que pour que ce test de Rorschach fonctionne, il faut vraiment que l'argumentaire de chaque personnage soit construit en béton armé, tu vois? C'est ce que notre source nomme l'ambiguïté volontaire. L'ambiguïté volontaire. Très bien. Et comment il fait? La méthode d'Anouilh pour y parvenir est vraiment fascinante. Elle repose sur le délitement progressif des certitudes de ses propres personnages. Le délitement. Ils perdent leur conviction. Penchons-nous sur Antibes de Bois. La source met en lumière un détail structurel crucial. Au début de la pièce, elle a fondamentalement raison de s'opposer à l'injustice. Elle avance des arguments religieux, moraux, familiaux pour justifier l'enterrement de son frère. Ce qui est la base de son combat, oui. Mais sous les assauts rhétoriques de Crayon, qui démontent froidement chacune de ses justifications une par une, elle se retrouve acculée. Et que se passe-t-il alors? C'est là que la tragédie frappe. Le texte précise qu'à la fin, elle finit par ne même plus savoir pourquoi elle meurt. Oh, waouh! C'est là que ça devient vraiment intéressant. N'est-ce pas? Antigone, qui est la figure par excellence de la rébellion héroïque, qui en vient à oublier la racine même de son propre combat, c'est vertigineux. Totalement. C'est le vide sous ses pieds. Si on sort un instant du contexte de la tragédie grecque pour ramener ça à notre échelle, ça me fait penser à ces disputes presque banales, tu sais, ces conflits du quotidien. Ah oui, je vois très bien. On commence à débattre avec quelqu'un sur un désaccord précis, disons une simple décision d'organisation. Très vite, le ton monte, l'ego et la fierté s'en mêlent, et on s'obstine par pur principe. C'est classique, oui. On veut juste avoir raison. Et au bout de 2 heures de confrontation acharnée, on serait bien incapable de formuler clairement le motif initial de la dispute. On se bat uniquement pour ne pas céder. Exactement, on se bat pour que le non survive. C'est ça. Sauf qu'ici, appliqué à Antigone, on ne parle pas d'une petite dispute de salon, on parle d'un défi au pouvoir d'État qui se solde par la peine de mort. C'est terrifiant d'envisager qu'une révolte absolue puisse se muer en un sacrifice qui tourne un peu à vide. C'est une excellente analogie car elle illustre parfaitement cet engrenage psychologique. L'obstination devient son propre carburant. C'est tragique. La rébellion d'Antigone, une fois vidée de ses justifications rationnelles ou religieuses, ça devient un acte de pure liberté. Mais c'est une liberté absurde et destructrice. Une forme de nihilisme, presque. Voilà. Et face à ce vide, on a la position de Crayon, dont l'analyse révèle toute l'épaisseur dramatique. Si Antigone souffre de la perte de sens de sa révolte, Crayon, lui, souffre du prix de l'ordre. Mais justement, expliquons cette souffrance. Ouais, il faut la détailler. Autant on visualise très bien la souffrance d'une jeune femme qui marche vers le bourreau, on a de l'empathie, autant celle du tyran confortablement installé sur son trône, ça demande un peu plus d'explications, hein. C'est sûr, ça saute moins aux yeux. Notre source affirme que Crayon a raison de vouloir maintenir l'ordre, sinon c'est la guerre civile. Mais quelle est la véritable nature de la douleur de Crayon, au fond, hein? L'explication, elle réside dans ce que la littérature appelle souvent le drame des mains sales. Ah, la métaphore politique classique. Exactement. La source rappelle que Crayon n'a pas usurpé le pouvoir par ambition dévorante. Il explique dans la pièce qu'il a pris le pouvoir parce que la ville était comme un navire en perdition, en pleine tempête, sans capitaine à la barre. Donc c'est par nécessité. Le bateau coule, l'équipage s'entretue, et lui, il prend le gouvernail juste pour éviter le naufrage collectif. Mais ça vient avec un coût. Un coût énorme. Pour maintenir le navire à flot, il faut imposer une discipline de fer. Et ça implique de sacrifier sa propre pureté morale. Sa souffrance, c'est le renoncement perpétuel à ses propres idéaux de jeunesse. Il doit salir ses mains pour le bien commun, en somme. Exactement.
Il doit accepter d'exécuter sa propre nièce, non pas par sadisme, ni même par colère, mais simplement parce que la loi qu'il a lui-même édictée pour sauver la cité l'exige. C'est le piège de sa propre loi. S'il fait une exception pour sa famille, l'autorité de l'État s'effondre d'un coup, et la guerre civile reprend. Il accepte donc de salir son âme, de devenir le monstre de l'histoire, tout ça pour préserver la structure matérielle de la société. C'est une mécanique implacable. Totalement implacable. En fait, on se rend compte qu'Anouilh ne fait pas se confronter le bien et le mal. Pas du tout. Il met face à face deux nécessités vitales qui sont totalement incompatibles. On a le besoin de pureté absolue d'un côté et le besoin de survie collective de l'autre. Si on relie cela à la définition classique de la tragédie grecque, dont l'auteur s'inspire, c'est exactement ça. C'est-à-dire, La vraie tragédie, elle surgit pas quand le bien affronte le mal. Parce que dans ce cas, le choix, il est intellectuellement super confortable, tu vois. évidemment, on choisit toujours le bien. La tragédie survient quand deux biens s'affrontent. Ou quand deux formes de courage se percutent frontalement sans aucune issue heureuse qui soit mathématiquement possible. Waouh, deux formes de courage. D'un côté, on a le courage de dire non jusqu'à la mort, et de l'autre, on a le courage de dire oui à la lourdeur du monde, d'assumer les basses besognes pour que la vie continue tout simplement. Ce qui explique pourquoi l'auteur, finalement, recule d'un pas et refuse d'être l'arbitre de ce duel. C'est son coup de génie. En ne dictant aucune morale prémâchée, Anouilh prend un risque colossal. Mais il réussit un vrai coup de maître. Il transfère la totalité du poids de la décision sur les épaules du public. Il se décharge sur eux. C'est ça, il tend un miroir brut et il laisse la salle se débrouiller avec son propre reflet. Et c'est précisément ce fardeau du choix qui permet à cette œuvre, d'après notre analyse, de s'extraire de l'hiver 1944. Et de raisonner de manière si intemporelle. Le document insiste d'ailleurs lourdement sur cette dimension universelle. Parce que ça dépasse largement la guerre au final. Bien sûr, le dilemme posé dépasse de très loin le cadre historique de l'occupation. Quelle est la question centrale alors ? Ça devient ça? Est-ce qu'il faut se soumettre à un ordre injuste pour garantir la paix globale, ou bien se révolter au nom de ses convictions en assumant le risque de tout réduire en cendres? C'est la question éternelle. Et cette mécanique narrative, elle s'applique à la plupart des grandes crises de l'histoire humaine, que ce soit pour combattre des dictatures, s'élever contre des lois iniques, ou lutter contre des injustices sociales systémiques. Et pour que tout le monde saisisse bien l'actualité brûlante de ce dilemme, faisons un petit exercice. Transposons-le dans un contexte résolument moderne, loin des palais antiques ou de la Seconde Guerre mondiale. Ah, j'aime bien cette idée, vas-y. Imaginons un instant le huis clos d'un conseil d'administration d'une grande entreprise aujourd'hui. D'un côté, on a un lanceur d'alerte. Ce serait notre figure moderne d'Antigone. D'accord. Cette personne découvre un scandale interne, une vérité qui est étouffée. Et elle décide de fuiter les documents, portée par une soif de vérité et de justice absolue, refusant tout compromis. L'idéalisme pur, donc. Voilà. Mais en faisant cela, elle sait pertinemment que l'entreprise risque de faire faillite et que des milliers d'employés innocents vont perdre leur emploi et leur sécurité financière. Le parallèle est saisissant, c'est vrai. Et face à ce lanceur d'alerte, on a le président de l'entreprise, le créon contemporain. Le capitaine du navire. C'est ça. Lui, il connaît le scandale, mais il choisit de l'étouffer, de colmater les brèches en secret pour protéger l'image de la compagnie, préserver les emplois et éviter un effondrement boursier. Il choisit le réalisme froid. Exactement. Il accepte de couvrir une faute morale pour sauver l'écosystème. Et on se retrouve exactement dans la même impasse. La vérité pure qui détruit contre le mensonge pragmatique qui protège. Et là, ça devient très inconfortable. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre propre psychologie face à l'injustice ? Parce que la source utilise une formule très percutante pour décrire l'injonction qui est faite au spectateur. Elle dit qu'il doit choisir ou accepter de ne pas choisir. Accepter de ne pas choisir. Honnêtement, cette idée d'accepter de ne pas choisir, c'est incroyablement dérangeant, non ? Notre cerveau, il déteste la dissonance cognitive. Cela soulève vraiment une question fondamentale sur notre rapport à l'information et à la morale. C'est-à-dire, Mais notre besoin viscéral de confort psychologique, ça nous pousse constamment à rechercher des solutions simples à des problèmes d'une complexité folle. On exige un monde où la justice immaculée et la paix sociale cohabitent sans heurts. un monde en noir et blanc, avec les gentils et les méchants. Voilà, un monde où on peut identifier très facilement les bons et les mauvais. Mais la puissance de la pièce d'Anouilh, qui est si admirablement disséquée par l'analyse qu'on parcourt, c'est de nous rappeler avec une certaine brutalité que l'équation est très souvent insoluble. On ne peut pas tout avoir. Non,
Choisir la paix implique fréquemment de devoir fermer les yeux sur une part d'iniquité, de consentir à des compromis qui abîment notre intégrité. Et à l'inverse, À l'inverse, choisir la révolte inflexible, sans la moindre concession, ça porte en soi les germes de la destruction de l'édifice social tout entier. c'est un exercice de haute voltige pour notre esprit quand même. On nous demande d'admettre la validité de deux vérités qui sont totalement contradictoires. Et c'est difficile. C'est pour cette raison finalement que l'œuvre continue d'être montée dans le monde entier, qu'elle est étudiée dans les écoles, qu'on en débat. Elle ne vieillit pas, parce que le malaise qu'elle provoque ne vieillit pas. C'est le marqueur absolu des grandes œuvres littéraires ou historiques. Les textes de propagande, tu sais, ou les discours qui assènent des certitudes, ils vieillissent souvent très très vite dès que le contexte politique change. Oui, ils deviennent datés, obsolètes. Alors que les œuvres qui perdurent, au contraire, ce sont celles qui laissent les questions béantes, vibrantes, sans résolution réconfortante. En forçant l'audience à supporter le poids de l'ambiguïté, ce texte cultive notre capacité à affronter la complexité inhérente du monde. Sans chercher de raccourcis rassurants, quoi. C'est ça. Eh bien, quelle exploration fascinante, hein. Si on essaye de faire la synthèse du chemin parcouru, le voyage est assez spectaculaire. On est parti d'une salle de théâtre parisienne, frigorifiée en février 1944. Face à un public divisé par la guerre. Voilà. Des gens qui regardent les mêmes comédiens, mais qui projettent des justifications diamétralement opposées. On a vu comment l'auteur a utilisé l'anachronisme et l'usure des arguments de ses personnages pour complètement brouiller les pistes. Et on a disséqué cette fameuse ambiguïté volontaire. Oui, pour en arriver à une réflexion intemporelle sur la nature du pouvoir, du pragmatisme d'un crayon en main sale face au sacrifice un peu aveugle d'une Antigone en quête d'absolu. C'est un rappel puissant que l'histoire et la littérature ne sont pas là pour nous rassurer. Elles sont là pour aiguiser notre esprit critique face aux dilemmes qui, sous des formes différentes, se répètent à chaque génération. C'est très juste. Mais pour clôturer cette analyse en profondeur, j'aimerais lancer une dernière piste de réflexion, pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. C'est bâti sur tout ce qu'on vient de voir, mais poussé juste un petit cran plus loin. Le texte original et l'analyse qu'on en a faite nous enferment dans un face-à-face impitoyable. D'un côté, un ordre matériel qui exige le renoncement moral. De l'autre, une révolte spirituelle pure, mais qui se révèle incapable de construire quoi que ce soit et finit par tout détruire. C'est le cul-de-sac de la pièce. Exactement. Alors, est-ce que l'humanité est véritablement et pour toujours condamnée à cette seule et tragique alternative? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, construire même une troisième voie? C'est la grande question, ça. Un modèle de société où maintenir l'équilibre collectif ne nécessiterait pas obligatoirement de trahir ses idéaux les plus profonds? Ou bien est-ce précisément cette quête, l'espoir d'un compromis parfait et sans douleur, qui constitue la véritable tragédie de notre condition humaine, perpétuellement vouée à l'échec? Waouh, c'est une excellente interrogation et c'est infusé, ça. Vraiment, un de ces dilemmes sur lesquels il vaut la peine de s'arrêter longuement, bien après la fin de notre discussion. Absolument. C'est sur cette question vertigineuse et suspendue qu'on va se quitter. Un immense merci à tous les esprits curieux qui se sont joints à nous aujourd'hui pour démêler les fils complexes de cette œuvre magistrale. C'était un plaisir. Continuez à questionner les textes, à interroger les discours qui paraissent trop évidents. Et surtout, cherchez la nuance partout où on essaye de vous imposer la simplicité. À très bientôt pour une nouvelle exploration.